Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathi El Aouni. Bonjour, merci d'être aussi fidèle à ce rendez-vous de Faites entrer l'invité. En effet, aujourd'hui, nous allons parler de cannabis. Le Maroc vers la voie de la légalisation du cannabis à des fins médicales et thérapeutiques. Jeudi dernier, le Conseil de gouvernement a examiné la première partie du projet de loi 1321. La seconde le sera jeudi prochain. Ce qui ouvre la voie, peut-être, à une possible légalisation, c'est la décision des Nations Unies suite à une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé. Le 2 décembre dernier, les Nations Unies ont retiré le cannabis de la liste des drogues dures les plus dangereuses. Au Maroc, le projet de loi prévoit notamment la création d'une agence marocaine de régulation des activités liées au cannabis. Cet organe serait chargé de développer un circuit agricole et industriel dans les régions autorisées à produire cette plante. Mais que dit exactement la nouvelle classification des Nations Unies ? Qu'est-ce que ça change concrètement ? C'est quoi au juste le cannabis médical, le cannabis thérapeutique ? Combien de pays l'ont légalisé ? Les effets sociaux et économiques sont-ils vraiment bénéfiques ? Avec nous pour en parler, en direct depuis Genève, Khalid Tinasti, il est le directeur de la Commission mondiale pour la politique des drogues. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Merci à vous. Cette invitation. Merci à vous d'être avec nous depuis Genève. Un mot tout d'abord, s'il vous plaît, sur la Commission mondiale pour la politique des drogues, son rôle. Je vous remercie, Madame Laouni. Donc, la Commission mondiale de politique en matière de drogue, qui est basée à Genève, est un groupe qui s'est autoconstitué à l'époque par d'anciens présidents d'Amérique latine, ainsi que d'anciens présidents européens et de personnalités des Nations Unies telles que Kofi Annan, qui se sont mis ensemble en 2011 pour dire que le monde a un problème avec les drogues, mais que ce problème-là ne dépend pas des substances, que ce soit des plantes ou des synthétiques, mais également et surtout de la manière dont on y répond. Donc, les politiques publiques de contrôle qui sont ultra répressives créent tellement de conséquences négatives sur la société et sur nos sociétés que cette commission-là a été mise en place pour pouvoir analyser et recommander de meilleures politiques publiques au niveau international, régional et national. Alors, est-ce que l'on peut expliquer, s'il vous plaît, la décision de la Commission des Nations Unies sur les stupéfiants ? C'était le 2 décembre dernier. Voilà, donc qu'est-ce juste qu'elle pour revenir dit très exactement ? Exactement, parfait. Donc, je vais essayer de revenir sur l'histoire depuis le début et de manière très très rapide, car c'est une question qui est très technique et donc basée sur la loi internationale et sur des procédures et des mécanismes qui sont très très clairs et très définis par la loi internationale. Donc, les conventions internationales qui définissent ce qu'est une substance illégale, pourquoi est-ce que les pays doivent mettre une substance dans l'illégalité ou pas, on a 3 conventions, donc la plus importante est la convention sur les stupéfiants, la convention unique sur les stupéfiants de 1961, et celle-ci donc a 4 tableaux à la fin. Et ces tableaux, ce sont les tableaux de classification. Nous avons le premier tableau qui est le tableau avec les substances les plus addictives et donc considérées les plus dangereuses. Le tableau numéro 2 avec des substances un peu moins dangereuses. 3, celles qui sont les plus faciles à manipuler. Le tableau 4 est celles qui n'ont aucun potentiel médical ou thérapeutique. Donc, pour dire cela, ces tableaux-là servent au gouvernement et aux pays pour mettre en place leur riposte. Donc, le premier, par exemple, si une substance est dans le premier tableau, il faut presque la déplacer comme si c'était... il faut beaucoup de protection. Donc, pour la déplacer d'un point A à un point B, il faut presque mettre donc des camions blindés, etc. Et donc, le plus ça descend, le plus l'import ou l'export et même la manipulation de cette substance légale, donc dans le milieu médical ou scientifique ou industriel, baisse. Donc aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que le groupe de pharmacodépendance de l'OMS a donné un avis comme quoi, et cet avis revient à l'année 2018, disons que selon la littérature scientifique existante et selon toutes les expériences qu'il y a dans le monde, la substance a en effet des valeurs thérapeutiques et médicales dont on devrait tirer profit. C'est quelque chose donc qui a été rediscuté longtemps entre ce groupe de pharmacodépendance ainsi que la commission sur les stupéfiants de l'ONU, là où les pays membres se rencontrent et qui est basée à Vienne, pour voter donc sur cette question. Et donc voilà, c'est tout ce qu'elle disait. Elle disait que cette substance-là, parce que le cannabis a été placé dans les conventions internationales et dans les tableaux à l'époque de la convention de Genève de 1925 déjà, et les tableaux sont... De 1925, alors qu'on parle souvent en fait de 1960, voilà. Ça remonte encore bien plus loin.
Voilà, parce que tout le contrôle des drogues a commencé avec l'opium en 1912. Donc le problème était l'opium. En 1925, il y a eu sous la Société des Nations, il y a eu une deuxième convention qui a rapporté la coca, la feuille de coca et le cannabis aussi dans le contrôle. À l'époque, à la demande de l'Égypte d'ailleurs, qui a demandé qu'on classe le cannabis. En 1936, on a mis les premiers tableaux afin de permettre aux pays de pouvoir exporter, importer entre eux et mettre en place un système de commerce pour le médical, bien sûr. Donc voilà, ça remonte à cela. Et en 1961, quand l'ONU est arrivée, elle a pris ensemble, c'est pour ça qu'on parle de convention unique en fait. Il y a eu derrière 2 autres conventions, mais c'est celle qui a pris ensemble les 4 conventions pré-ONU. Donc ce système de cannabis existe vraiment depuis 1936 et n'a jamais été remis en cause jusqu'en 2021. Le problème, Oui, pas le dites-moi. problème, mais disons que maintenant la décision qui a été prise était de le sortir donc du tableau 4, ce qui permet au pays de pouvoir en tirer un profit médical ou scientifique, mais toutefois le cannabis reste dans le classement de la substance numéro tableau 1 de la convention de 1961, donc il reste sous le plus haut contrôle possible. Donc il faut le même contrôle que pour l'héroïne ou pour la cocaïne, etc. Voilà, légalisation ne veut pas dire, on va en parler dans un instant, que c'est la porte ouverte à tout. Et là, on a besoin de votre éclairage, s'il vous plaît, concrètement. Qu'est-ce que ça change pour les pays producteurs et quelle est la différence? Parce qu'on parle de cannabis médical, on parle de cannabis thérapeutique. C'est la même chose ou pas du tout? Bon, c'est tout à fait la même chose. C'est d'utiliser quelque part. En fait, la différence qu'on essaye de faire plutôt, ce que les gens essayent de faire, disons dans le langage, c'est entre le médical thérapeutique et le bien-être. Donc, quelque part, on a tout ce qui est pour l'utilisation, donc des substances elles-mêmes ou des ingrédients actifs à l'intérieur. Nous pouvons utiliser le THC nous voyons l'utilisation du THC dans certains traitements de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, etc. Mais toutefois, il y a aussi les produits avec les cannabidiols, avec les CBD qui peuvent être vendus vraiment en pharmacie sans prescription puisqu'il n'y a pas de substance psychoactive dedans, puisque le THC n'est pas là. Donc, nous parlons de ces 2 différences-là, mais c'est à peu près la même chose. Maintenant, le problème pour savoir comment est-ce que ce sera utilisé dans le système médical, cela dépendra des discussions à venir parce qu'il faut décider pour quelles conditions, quel genre d'expérimentation lancer et surtout quel mode de consommation et surtout comment est-ce qu'on le donne aux patients quand il est prescrit. Et tout ça là, c'est à définir dans l'avenir. Les propriétés thérapeutiques du cannabis sont connues de longue date. Des pays l'ont déjà adopté depuis longtemps, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, certains États américains. Des décisions politiques qui ont permis justement de mener des recherches sur l'utilisation thérapeutique du cannabis. Est-ce que pour ces pays, avec du recul, ceux qui l'ont déjà légalisé, cette décision a été bénéfique? Et si oui, pourquoi? Bon, je pense que c'est aussi en fait, la discussion il n'y a jamais vraiment d'évaluation en tant que telle sur le système. Je veux dire, il y a des évaluations nationales, bien sûr. Toutefois, ce n'est pas question de banaliser. Ça se banalise tout à fait dans le système médical parce que ça commence à devenir quelque chose qui fonctionne. Donc, on ne revient plus vraiment dessus une fois qu'on l'a mis en place et que ça fonctionne et que le système de prescription fonctionne. Pour l'instant, il n'y a jamais aucune difficulté en tant que telle parce qu'il n'y a pas de dépendance physique. La dépendance qui existe est plus une dépendance psychologique. Donc, entre un patient, dans un contrat thérapeutique entre un médecin et un patient, il est tout à fait possible d'utiliser le cannabis pour certaines, d'en arrêter, et dépendant des taux. Donc, ce qu'on voit, les 50 plus, comme vous dites, juridictions, parce que si on prend en compte tous les États américains et les pays qui l'ont mis en place, nous voyons que c'est quelque chose qui fonctionne très très bien dans tous les différents pays. Mais on a des modèles qui sont vraiment très très différents. C'est pas le même d'ailleurs. Aux États-Unis même, il y a beaucoup de différences entre la Californie et le Massachusetts, par exemple. Mais dans le reste du monde, on peut voir aussi vraiment des modèles qui sont très 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 différents qui se mettent en place, que ce soit celui, par exemple, allemand qui fonctionne très très bien depuis quelques années, le système de prescription allemand, ou bien on peut voir des tout petits systèmes de médical qui commencent, mais où il y a eu beaucoup de difficultés d'accès. Par exemple, en Suisse, qui avait choisi de faire, là où je suis, qui avait choisi de faire que du galénique, par exemple, par le Sativex, et qui maintenant est en train de revoir tout son programme. Je pense c'est quoi le galénique? C'est juste, au lieu en fait d'utiliser la plante, ils préfèrent un produit industriel qui est celui des boîtes pharmaceutiques quelque part. Alors que d'autres pays permettent l'utilisation de la plante elle-même.
On va citer l'exemple d'Israël. Le cannabis utilisé contre les douleurs, les nausées, l'asthme, mais aussi contre certains cancers, contre les effets de la chimiothérapie, par exemple. En préparant cette émission, j'ai trouvé de nombreux témoignages, notamment dans les centres même de cancérologie, où pour diminuer les effets de la chimio, on utilise le cannabis. Tout à fait. Mais puis même dans les patients ici en Suisse, dans les maisons de ce qu'on appelle les établissements médico-sociaux, donc les maisons de retraite, il y a aussi une qui utilise en expérimentation pour certaines douleurs, etc. Donc par exemple, le modèle israélien est le plus développé parce que c'était eux les premiers dans les années 80 à avoir trouvé les deux grands ingrédients dont on parle, le THC et le CBD. C'était une découverte de leurs universitaires et de leurs scientifiques. Et c'est eux qui ont donc délivré un modèle qui était le plus important et vraiment parce qu'ils avaient pris l'expérience aussi. C'est eux qui ont mis en place ce programme et puis ils peuvent avoir accès même donc à des joints qui sont faits et donc l'utilisation de la plante. Donc toutefois le groupe de pharmacodépendance de l'OMS qui regarde, en fait, qui fait de la revue de littérature, lui ne prend pas en compte l'intoxication par la fumée et parle d'autres modes, donc que ce soit des huiles, pommades, etc. Il ne prend jamais. Voilà. Donc juste pour dire aussi que ce système, en fait, tout le système est une décision politique au niveau international, sur la loi internationale. C'est quelque chose de très très technique qui se passe derrière, mais la décision finale est politique. Le groupe de pharmacodépendance de l'OMS ne peut regarder en fait que la littérature existante. Il ne prend pas la substance et en fait des analyses lui-même. Très bien. Donc il regarde tout ce qui a été publié dans le monde. Toutefois, puisque nous avons un système qui est vraiment un cercle vicieux, il faudrait donc que les scientifiques puissent demander l'accès à la substance. Ça leur coûte très très cher et ils attendent beaucoup trop longtemps. Donc très peu de chercheurs continuent à suivre le cannabis et passent à autre chose parce que ça prend presque 2 ans, 3 ans pour avoir accès à la substance pour l'analyser. Ça coûte beaucoup trop cher et ils doivent donc lever des fonds ailleurs alors que c'est quelque chose qu'on peut acheter dans la rue à 15 minutes. Mais pour avoir une recherche sérieuse, etc. En même temps, donc la littérature est manquante. Et donc ce groupe de pharmacodépendance n'a pas assez pour se baser et ne peut pas donner assez de recommandations. Donc tout le système est tellement biaisé en tant que tel. Et il faut savoir que tout le système aussi est basé sur pourquoi est-ce qu'on contrôle à la base? On contrôle sur une seule base, c'est le potentiel addictif de ces substances, parce que c'est ce qu'on appelle la toxicomanie ou la dépendance ou l'addiction, c'est ce qui est le fléau qu'il faut combattre. Mais toutefois, on a laissé l'alcool et le tabac en dehors, parce que c'est ce qui allait dans les années 60 aux pays qui discutaient. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Et la cigarette, elle est addictive. Voilà. Exactement, mais on a laissé ça en dehors du système parce qu'elle était très importante économiquement, culturellement et socialement aux pays occidentaux qui discutaient de ce système dans les années 60. Dans les années 60, surtout les Américains. Les Européens étaient en reconstruction, nos pays étaient en train d'atteindre leurs indépendances, des protectorats et des colonialismes. Donc les Américains, l'URSS disait à l'époque que leur système de narcologie, donc la psychiatrie, fait qu'ils n'ont pas de problème de drogue, ils n'en ont plus. C'est ce qu'ils disaient à l'époque. Donc, restaient les Américains qui imposaient un système qui fonctionnait quelque part pour eux, vraiment à quelque part diaboliser les substances qui venaient de chez les autres et du Sud. C'est pour ça que d'ailleurs aux États-Unis on parle de marijuana, parce que c'est mexicain, ça vient d'ailleurs. Oui, Voilà, et qu'on met en valeur par le marketing le tabac et l'alcool et qu'on le diffuse dans le monde, dans un système de commerce. Mais toutefois, on s'assure bien sûr d'avoir accès à ces substances pour le médical. Alors, il y a énormément d'amalgames. Alors, quand on parle de légalisation du cannabis, bien évidemment, ça fait polémique et le débat durera encore. C'est le cas également chez nous depuis cette décision et ce projet de loi, parce que beaucoup font l'amalgame sur la légalisation du cannabis à des fins médicales ou thérapeutiques. Mais la crainte, pour tout le monde, bien évidemment, c'est que ça profite aux trafiquants à partir du moment où on est pays producteur. Non, mais je pense que... Écoutez, il est tout à fait incroyable de penser dans la situation actuelle que quoi que ce soit puisse profiter plus aux trafiquants. Ils ont tout le système marche pour eux. C'est eux qui détiennent tout le marché. Nous laissons tous nos enfants, toute la demande dans leurs mains. C'est eux qui décident. C'est eux qui décident de la quantité, c'est eux qui décident de la qualité, c'est eux qui décident de tout. Donc, c'est très difficile de voir comment est-ce qu'ils peuvent plus profiter que de quelque chose que de la prohibition. En fait, là,
nous sommes en train de parler d'un projet de légalisation qui rentre tout à fait dans le cadre international, même avant ce changement, même lorsque la substance était encore dans le tableau 4, donc disons n'a pas de valeur internationale, beaucoup de pays ont avancé, vous venez de les citer. Donc le Maroc pouvait tout à fait avancer également, sans aucun problème. Toutefois, là, nous parlons vraiment de quelque chose qui est très important pour nous dans la symbolique. C'est celle de, vraiment, comme on dit, les problèmes sont photosensibles. Il faut les mettre à la lumière. Il faut sortir de la pénombre. Il faut sortir de cette prohibition qui ne nous laisse pas voir ce qui se passe. Alors, surtout au Maroc, il y a la problématique, bien sûr, comme vous dites, de producteurs. Donc, il y a les producteurs du Nord qui sont pris dans un étau très difficile, etc. Nous avons la consommation. Donc, ramener un peu de lumière là sur cette discussion, c'est très important. Et nous pouvons parler de la dépénalisation et de la consommation, etc. Mais là, nous parlons vraiment dans le cadre du système médical. Et donc, ça va être, j'imagine, une fois que la loi est adoptée, développée, etc., il va y avoir, avec cette agence nationale, il va falloir mettre des cadres très clairs pour quelles conditions, pour qui, comment, etc. Donc, ça va être contrôlé et ça va être dans le cadre du système médical. Et sortir les agriculteurs et tous ceux qui travaillent dans la production de l'illégalité, ce qui va le permettre en fait, quand j'écoute ce que vous dites, de permettre d'avoir non seulement un travail légal, c'est quand même chez nous plus de 90 000, plus de 700 000 familles, foyers qui en vivent. D'un seul coup, toute la donne va changer. Et économiquement parlant, pour ces personnes, d'avoir un avenir meilleur. Non, tout à fait. C'est complètement, et c'est nécessaire d'ailleurs, parce que c'était une question qui était très difficile Vous savez, quand vous êtes dans une situation où il y a une monoculture, il y a aussi une discussion qui a été assez difficile, où des gens vivent dans des endroits qui sont pas accessibles quelque part, parce qu'il n'y a pas l'infrastructure, parce qu'il n'y a pas eu l'investissement dans l'infrastructure sur une longue période, etc. Maintenant, nous arrivons dans cette discussion, et ce qui est très très beau avec ce projet de loi, c'est que cela le limite dans des zones de production. Nous ne savons pas pour l'instant lesquelles ce sera, mais ça le limitera dans certaines zones géographiques. Et ça va aussi faire que des gens peuvent venir en coopérative, que ce doit être les Marocains, que ce doit être des propriétaires terriens, etc. Donc ça le focalise vraiment sur les populations, disons, de RIF, quelque part, et les populations qui vivent déjà de cette monoculture dans plusieurs endroits. Et ça, c'est vraiment une réponse qui était nécessaire, quelque part, parce que continuer à pénaliser ou à criminaliser ce qui devient légal à peu près partout dans le monde, et surtout sans aucune raison valable en tant que telle, parce que nous pouvons l'utiliser comme ça légitimement pour un système médical et pour des industries diverses, c'est une très très bonne nouvelle. Maintenant, toutefois, la mise en place sera tout à fait autre chose, comme on le sait. La mise en place, quand vous dites la mise en place, c'est effectivement de véritables structures, c'est des infrastructures en elles-mêmes. Et tout ça va prendre du temps. Et puis, il va y avoir probablement, d'ailleurs, j'ai envie de vous demander, par rapport à d'autres pays, tout un travail qui doit être fait sur la sensibilisation, sur l'information, parce que ce sera tout à fait nouveau chez nous. Si c'est adopté, bien évidemment. Tout à fait, tout à fait. Je pense que d'abord, il y a toute cette question de savoir, ce que je trouve très positif, c'est cette question de choisir certains endroits où il y a déjà cette culture traditionnelle. Ce qui veut dire qu'il serait possible d'investir aussi dans l'infrastructure pour développer cette infrastructure-là et pour pouvoir rentrer, non seulement que ces endroits-là puissent tenir l'industrie à l'intérieur du Maroc, mais aussi exporter. Parce que si aujourd'hui on ouvrait cette industrie, pourquoi est-ce que les gens iraient produire au nord ou chez les producteurs traditionnels? Ils pourraient très très bien le faire à Georges Losfort, à Casablanca, là où ils sont à côté des ports, de l'infrastructure, des autoroutes, etc., etc., etc. Et donc, et puis faire venir le savoir-faire, même s'ils en ont besoin. Donc ça, c'est une question qui est très très positive. Maintenant, parlons d'autres pays, par exemple, qui ont mis en place un système pareil, qui sont aussi producteurs. Nous avons l'exemple du Liban, et ça, ce n'est pas le meilleur des exemples, parce que le Liban veut mettre en place un système qui s'occupe que de l'export. Donc, produire dans la vallée du Bekaa et puis exporter seulement. Nous avons tout à fait... Alors, excusez-moi, juste par rapport à ce que vous dites. Quand vous parlez d'exporter, c'est juste on exporte la plante sans la traiter. Cela dépend, en fait. Normalement, oui, mais cela dépend de ce que vous demande le client, etc. Cela dépend aussi vous pouvez... Voilà, je veux dire, maintenant, quand on voit les Pays-Bas ou quand on voit le Portugal exporter vers l'Allemagne ou vers la Pologne, etc., oui, ils exportent ou la plante, ou ils exportent, je veux dire, des fois, ce n'est même pas produit, ou le galénique, etc. Cela dépend du marché que vous gagnez.
À votre Cela peut avis, être, oui. qu'est-ce que, si ce projet de loi est adopté, qu'est-ce que le Maroc peut y gagner sur le plan social? On vient de parler de ses producteurs, ses agriculteurs, mais aussi, bien sûr, sur le volet économique. Voilà, donc ça c'est une question qui est un peu plus complexe parce que le Maroc n'arrive pas en premier sur le marché, quoi qu'il en soit. C'est qu'il y a de la concurrence, Donc, c'est ça que vous voulez dire? voilà, il y avait déjà de la concurrence qui s'était mise en place. Par exemple, depuis plus de 5 ans maintenant, la Colombie est un pays qui a développé autour de Medellín beaucoup de production légale pour le médical. L'Uruguay même commence aussi, parce que l'Uruguay a pris beaucoup d'avance sur le reste des pays. Lui, il a même la légalisation pour le récréatif et l'usage adulte. Donc, tous les genres d'usage, n'importe qui peut l'acheter, mais avec des accès très régulés, etc. Ne disons pas que c'est facile d'accéder, ce n'est pas vrai en Uruguay. Mais ils ont pris beaucoup d'avance et eux commencent déjà à exporter parce qu'ils ont déjà trouvé leur place dans le marché, etc. C'est encore un marché qui est tout petit. Je veux dire, je ne veux décourager personne parce que c'est encore un marché qui est tout petit pour l'instant, puisqu'il y a les difficultés de la loi internationale qui rendent la chose très difficile. Ça vient de changer au mois de décembre. Ça demande aussi un changement culturel partout dans le monde pour d'autres pays. Mais il y en a qui ont pris beaucoup d'avance. Maintenant, le Maroc, lui, a quelque chose de différent et de mieux. D'abord, on a notre propre plante de Ktama qui a été volée partout dans le monde. Donc, je veux dire, maintenant, vous pouvez aller au Colorado et puis acheter du Ktama ou de l'Afghan, etc. Donc, il n'y a aucune protection des plantes en tant que telles et des graines autochtones. Mais ça sera vraiment de revenir là-dessus. Il y a le fait que le Maroc est proche donc de marchés médicaux en Europe et qui pourrait les livrer aussi facilement, etc. Il y a de l'espoir, mais toutefois, il faut prendre les 5 prochaines années, si cette loi est adoptée, prendre les 5 prochaines années comme pour se focaliser vraiment sur la construction de notre infrastructure interne et sur notre système interne. Il faut d'abord que ça profite aux Marocains, le système médical marocain, et en même temps, bien sûr, construire à l'international, parce que la question internationale elle-même se construit peu à peu. Mais vu comment le Maroc a bien suivi la discussion à la commission des stupéfiants, etc., ces 2 dernières années, depuis 2018 jusqu'à fin 2020, je pense que ce ne sera pas un problème pour eux de suivre et de voir toutes les opportunités. Et au niveau du Maroc, ça fait des années que des enquêtes, en fait, c'est pas nouveau, hein, ça fait des années que des enquêtes sont menées, qu'il y a eu des rencontres internationales sur le sujet, et ce qui bloquait jusqu'à maintenant, c'était effectivement ce volet des Nations Unies dont nous avons parlé au départ. Qu'en est-il, s'il vous plaît, pour les consommateurs? Vous appelez ça les récréatifs, j'aime bien le mot d'ailleurs. Les récréatifs, c'est la création, en fait, ceux qui ont une consommation individuelle. Pour ces pays, en fait, qui font ce virage et qui ont la possibilité de légaliser à des fins médicales et thérapeutiques, est-ce qu'ils seront, ces consommateurs, ces récréatifs, toujours pénalisés ou considérés comme des victimes? Non, il est tout à fait clair. Il est tout à fait clair que, par exemple, le projet de loi qu'on a au Maroc, ou bien pour les autres pays qui ont légalisé seulement pour l'usage médical, que tout usage en dehors de celui sur la prescription est illégal. Donc, il est possible de le punir. Donc, il y a un potentiel de punition qui va avec. La loi internationale, encore pour revenir là-dessus, la loi internationale a vraiment intégré à partir de la fin des années 80. Il faut se rappeler aussi la situation dans laquelle on était. En Colombie, il y avait vraiment un danger sur la démocratie et en Amérique latine et en Amérique centrale. Ça commençait à devenir très problématique dans les années 80. Donc, il y a eu une convention qui a été introduite en 1988 qui, elle, demande la pénalisation de l'acte de consommation. Toutefois, pour toutes les substances, la loi internationale parle toujours de tout, pas seulement du cannabis. Mais toutefois, cela doit être en adéquation avec la constitution de pays, avec la loi du pays. Donc, le pays a toujours un peu de flexibilité. Maintenant, on arrivera, je pense que c'est une discussion qui est très éloignée, celle sur savoir comment est-ce qu'on contrôle l'offre. La vérité est que le marché illégal des drogues est un marché qui est porté par la demande. Ça fait 50 ans qu'il y a une guerre aux drogues et la demande ne baisse absolument pas, elle augmente. Et puis, donc, l'offre s'adapte, quoi qu'il en soit, et ça ne changera pas. Je veux dire, des pays comme le Mexique ont militarisé la riposte. La sécurité civile au Mexique est faite par les militaires. Cela ne change absolument rien. Ça ne fait que rendre les choses plus difficiles. Donc, il faut savoir que la demande sera là. Et comment est-ce qu'on fait pour suivre, pour bloquer l'offre, ou au moins pour ne pas arriver dans des situations de violence, dans des situations où les gens meurent, etc., etc. Alors là,
ce que les pays ont trouvé entre la légalisation récréative et entre la prohibition répressive, c'est quelque part la dépénalisation de la consommation. Et ça, c'est à peu près dans tous les pays de l'Europe. La France est la dernière à l'avoir adopté. Ça devient beaucoup plus clair, en fait, pour tout le monde. Je vous rappelle, le Maroc, jeudi dernier, le Conseil de gouvernement qui a examiné la première partie du projet de loi 13-21. La seconde partie, ce sera pour cette semaine. Un projet de loi qui prévoit la création d'une agence marocaine de régulation des activités liées au cannabis. On va continuer à en parler, bien évidemment. J'ai une toute dernière question avant de refermer ce Faites entrer l'invité juste avant le rappel de ce qui fait l'actualité aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous passionne ? Qu'est-ce qui vous a emmené, vous, dans cette commission ? Qu'est-ce qui vous passionne sur ce sujet des drogues ? Là, c'est à titre personnel. Oui, bien sûr, mais c'est un sujet qui est complètement transversal. Ça part de l'éradication de la pauvreté et donc l'impact sur les populations les plus pauvres et marginalisées. Ça parle de l'environnement et de l'impact de la production intensive. Ça parle des droits hommes et femmes, puisque les femmes payent le prix beaucoup plus à la répression que les hommes. Donc c'est vraiment un sujet qui touche à tout. C'est vraiment transversal dans toutes les politiques publiques et ça nous touche tous parce que ça touche les humains. Ce sont des substances et c'est les gens qui les consomment. Donc c'est ce qu'on en fait nous. Ce n'est pas les plantes qui décident quelque part. Merci beaucoup, Khaled Tinasti. Je rappelle que vous êtes le directeur de la Commission mondiale pour la politique des drogues. Je vous remercie d'être avec nous et je rappelle à tous nos auditeurs qu'ils pourront retrouver l'intégrale dans quelques minutes sur toutes les pages de nos réseaux sociaux. Merci encore. Merci, Madame Aouni. Merci, à bientôt. Oui. Merci. Vivre avec vous.